à la fois un projet culturel, un projet urbain, un projet patrimonial, un projet architectural, un projet économique, un projet social. En fait, c'est un grand projet de développement, Oui. mais dont la base serait le patrimoine exceptionnel dont on dispose à Saint-Pierre, que c'était quand même, dans son histoire, un lieu assez extraordinaire, tant du point de vue architectural que du point de vue de la production musicale et même la production culturelle dans son ensemble. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, après l'éruption, on a ce qu'on peut appeler une ville invisible Oui. qui existe, qui est là, qui est symbolisée par les D'ailleurs, on se trouve ruines. dans les ruines, On se exactement. trouve dans les ruines du théâtre. Donc on a un certain nombre de grandes ruines comme ça, qui dessinent un peu le squelette d'une ville qui a disparu, mais qui est présente par ce qu'elle a été. Donc à partir de ce patrimoine-là, il s'agit à la fois de valoriser la ville invisible et de valoriser la nouvelle ville qui s'est constituée sur toutes ces ruines. Donc ça suppose des mises en valeur des vieilles ruines, ça suppose des mises en lumière, ça suppose des événementiels culturels, ça suppose des valorisations sociales, c'est-à-dire améliorer le bien-être, le bien-vivre, enfin, ça suppose des redynamisations économiques. Donc nous avons une série de projets qui vont être mis en œuvre, mais ça suppose surtout que la population de Saint-Pierre puisse se sentir partie prenante de la reconstruction de l'endroit. Donc nous allons lancer des ateliers d'imaginaire pour faire en sorte que toute la population se transforme en communauté de projets ou en groupe de projets. Et si tout marche bien, d'ici quelques années, nous devrions avoir un point attracteur et attractif assez considérable à Saint-Pierre. D'autant que vous voyez que Saint-Pierre est situé dans ce qu'on peut appeler un grand paysage. Il y a à la fois la majesté de la mer, Caraïbes, mais aussi la majesté de ce monument naturel qui est la montagne Pelée, avec tout ce qu'il y a comme histoire derrière, lié à l'esclavage, au marronnage, et puis la question de la biodiversité qui est absolument considérable, les questions agricoles, enfin bon, on est vraiment dans une complexité, je dirais, anthropologique qui intègre le civilisationnel et le culturel, absolument important. Et l'autre élément aussi, c'est que ce qui est important dans le monde contemporain, c'est que l'urbain devient déterminant. Et le développement urbain, la gestion de l'urbain, la pensée de l'urbain, la réintroduction de la convivialité, de valeurs humaines, de valeurs poétiques, entre guillemets, dans l'urbain, sont des notions qui sont absolument importantes. Elles sont importantes parce que l'imaginaire urbain devient un imaginaire déterminant. Tous les arts aujourd'hui sont des arts urbains. La danse, la littérature, le cinéma, toutes les grandes avancées scientifiques et autres sont des avancées culturelles ou scientifiques qui sont des avancées urbaines. On s'aperçoit que nous avons changé de matrice. Ce n'est plus la matrice naturelle qui est déterminante, mais c'est la matrice urbaine. Ce qui fait que envisager la dynamisation de tout le pays martinique à partir d'une matrice urbaine telle que Saint-Pierre, qui a une très forte charge patrimoniale, c'est à mon avis une démarche pertinente. Justement, vous venez souvent sur la notion de complexité. Donc, elle est différente, vous parlez d'identité-relation. Donc, cette matrice Saint-Pierre, l'identité Saint-Pierre, se serait en fait constituée grâce à un maillage qui serait à la fois dynamique et complexe. Oui, c'est-à-dire que Saint-Pierre était un lieu d'acculturation. C'est peut-être ce qui fait la différence entre nous et la Guadeloupe, par exemple. Dès 1635, au moment où les colonialistes français débarquent, ils créent un fort et autour du fort, on peut dire que la ville commence. Ils ont créé des habitations, mais il y avait un mélange de bateaux, de marchands, d'allées et venues qui fait qu'on était dans un système urbain, dans une modalité urbaine. Et la modalité urbaine, par définition, c'est la rencontre, l'échange. Beaucoup de marins, beaucoup de flibustiers, beaucoup d'esclaves, des gens qui venaient de tous les pays d'Europe, des survivants amérindiens. Donc on était vraiment dans je dirais, une alchimie anthropologique majeure. Et cette alchimie anthropologique, c'est ce qui caractérise les villes. Les grandes villes aujourd'hui sont des lieux de rencontre
de toutes les races et de toutes les cultures. Donc à partir de là, on peut considérer que l'imaginaire urbain est par définition un imaginaire de relation. C'est-à-dire un imaginaire où les cultures, les civilisations, les visions du monde, les langues, les dieux, les peaux, les cuisines, tout ça se rencontre et donne un art qui est un art composite, un art hybride, et donne aussi des identités-relations qui sont des identités qui sont constituées par différentes traces de culture et de civilisation. Et l'autre élément important que crée l'urbain, et qu'on a retrouvé aussi à Saint-Pierre, c'est la dimension d'individuation. C'est-à-dire que nous sommes de plus en plus des individus qui déterminons notre architecture de principes et de valeurs. On voit comment, par exemple, dans le domaine de la littérature, comment les écrivains se déplacent dans les langues. On s'aperçoit qu'un enfant qui va naître aujourd'hui, sa mère est japonaise, son père est haïtien, il est né au Canada. Donc il a 3 terres. Donc on peut naître entre plusieurs terres, plusieurs histoires, plusieurs langues, plusieurs dieux, dans des modalités qui ressemblent un peu aux modalités que l'on retrouvait dans les villes des Antilles. Donc toutes ces notions-là sont des notions qui vont nous aider à reconstruire la dynamique que nous voulons envisager. Donc il ne s'agit pas d'une dynamique traditionnaliste ou patrimoniale fermée, au contraire. La tradition, le patrimoine sont les assises à partir desquelles nous allons lancer ce mouvement de relation. D'abord, mise en relation de la ville invisible et de la ville nouvelle, mise en relation de Saint-Pierre et du reste de la Martinique, mais mise en relation de Saint-Pierre et de la Caraïbe, parce que comme c'était un port américain, quand on voit le nombre de bateaux qui venaient à Saint-Pierre à l'époque, on se dit qu'on a du mal à imaginer, maintenant que la baie est vide, on s'aperçoit que l'anesthésie de Saint-Pierre, son endormissement, a créé une perte de relation. La baie est vide, il n'y a plus de bateaux. Donc il faut que, si tout va bien, quand vous reviendrez dans 4-5 ans, il y aura plein de bateaux caribéens dans la rade de Saint-Pierre. Justement, moi, avec mon sujet de recherche sur le présent, donc j'ai eu beaucoup de problèmes. J'ai été confrontée au problème de définir la singularité et la particularité dans la relation, en fait. C'est-à-dire qu'on prend plus, il n'y a plus une caractéristique qui va définir, puisque le présent, il est à la fois, il est considéré plus comme une limite que comme quelque chose, comme le passé ou le futur. Et donc, comment définir la singularité et la particularité dans tout ce flux complexe de relations? C'est le problème auquel j'ai été confrontée. Je sais que vous l'avez abordé. Ah oui, bon, ça dépend. Il y a 1000... Oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas... il n'y a pas d'uniformisation. Il y a quand même une spécificité de Saint-Pierre qui reste malgré toutes les relations qui sont, dans lesquelles elle est enveloppée. Oui, il y a 2 manières de faire. On peut prendre la manière non relationnelle, c'est-à-dire chercher une essence patrimoniale, architecturale ou identitaire à Saint-Pierre. Donc là, on pourrait rentrer dans le traditionnalisme, c'est-à-dire on va se mettre à reconstruire le théâtre à l'identique. On peut faire ça, c'est une manière de faire. Mais on peut se dire aussi que le patrimoine, c'est simplement l'assise à partir de laquelle on va lancer l'innovation, le renouvellement et l'adéquation à l'imaginaire monde qui est différent. Et ça, c'est l'approche relationnelle. Donc ce que nous allons essayer de faire à Saint-Pierre, c'est plus une tentative de valorisation massive, mais qui serait de nature relationnelle, c'est-à-dire qui intégrerait à la fois passé, présent, futur. Parce que le présent, c'est quoi le présent? C'est ce qui nous permet d'inventer le passé et d'inventer le futur. Et chaque fois qu'on le change de présent, on change de passé. On voit bien que toutes les générations, plusieurs générations d'historiens pour essayer par exemple sur la Révolution française, puisque nous sommes sous administration française, on s'aperçoit que chaque génération d'historiens a sa lecture de la Révolution française et qu'on n'a pas cessé d'interpréter la Révolution française. Quand on voit la perception, le discours historique dominant sur l'esclavage au fil des générations, on s'aperçoit qu'à mesure qu'on change de génération, donc qu'on change de problématique, de conditions matérielles, de niveau de conscience, on est obligé de réinterpréter des éléments du passé qui jusqu'alors n'étaient pas valorisés. Donc on s'aperçoit que le présent, c'est lui qui invente le passé, qui lui donne une signification. Et ce rapport entre le présent qui crée du passé, qui invente son passé, sont les dynamiques fécondes du futur. Ce qui fait qu'on ne peut pas isoler
présent, passé, futur. Ce sont un ensemble indissociable. Indissociable. Ouais. C'est-à-dire que on peut même dire que le présent, c'est le passé et le futur. Ah. Je sais que la parole en fait est importante pour vous. Vous parlez de l'écrivain comme un marqueur de parole et vraiment quand on parle, quand il y a avec les contes antillais, les conteurs, il y a tout un ensemble qui est à l'œuvre à l'instant où le conteur parle. Il y a le lieu, il y a le public, il y a l'intonation et tout cela. Et comment en fait ne pas figer toujours par rapport à cette question d'exprimer la multiplicité dans l'un, comment ne pas éliminer les différences, les variétés, en écrivant, en portant la parole sur du papier avec des mots. Ce qu'il faut considérer, c'est que moi qui suis un écrivain, je suis un créole américain, martiniquais, et quand je me tourne en tant qu'écrivain vers mes ancêtres, je cherche quels sont mes ancêtres, je ne trouve pas de bibliothèque, je trouve un conteur. Ouais. Donc, ce qui fait qu'on peut dire que le fond de la culture populaire martiniquaise, comme dans toutes les Antilles et la plupart des Amériques, c'est un fond de culture orale. Ce n'est pas la même oralité que l'oralité africaine, qui pouvait se déployer dans un absolu. La différence entre le griot et le conteur, c'est que le griot est dans un relatif absolu de la parole. Alors que le conteur, quand il parle, le conteur créole, il peut parler avec la Bible sous le bras. C'est-à-dire que c'est une oralité qui connaît l'écriture, qui a intégré l'écriture, donc c'est une oralité composite, c'est-à-dire qui compose déjà avec l'écriture. Mais ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on a commencé à écrire, toujours sur les phénomènes de l'aliénation, la fascination pour la langue française, etc., on a abandonné, les premiers écrivains mulâtres ont abandonné à la fois la langue créole, mais aussi l'oralité qui allait avec, puisque l'oralité était liée à la langue créole. Pour nous, l'oralité est purement créole, on n'a pas d'oralité française. Tout le fond oral est lié à la langue créole. Donc on a abandonné la langue créole pour X raisons, ils abandonnaient une partie de notre imaginaire collectif qui était lié à l'oralité. Donc du coup, la génération de Glissant, et c'est Glissant qui le dit, l'écrivain doit aujourd'hui tendre la main au conteur. Il ne peut pas aujourd'hui se construire, un écrivain créole américain ne peut pas aujourd'hui écrire de manière à peu près pertinente sans tenir compte de ses ancêtres, ou en tout cas de son écosystème lié à l'oraliture. Ceci étant, nous sommes quand même à l'époque de la relation, c'est-à-dire de l'époque de la complexité, où l'esthétique est liée à une totalité. Et aujourd'hui, l'écriture littéraire ne peut pas se concevoir avec quelque chose qui donnerait une prédominance à l'écrit, qui considérerait que l'écrit est supérieur à l'oral, que les structures narratives de l'écrit sont supérieures aux structures narratives de l'oral. Aujourd'hui, nous devons essayer d'associer tout ce qui nous est donné, et l'oral et l'écrit. Ce qui fait que la construction d'un langage pour l'écrivain est quelque chose d'absolument déterminant. Et pour nous, pour moi notamment, et ceux de ma génération, notre langage se construit entre langue française et langue créole, et entre oralité et écriture. Et puis tous les autres paramètres qui peuvent intervenir, à savoir que toutes les langues du monde sont aussi, d'une certaine manière, invoquées, convoquées, et toutes les cultures et toutes les traces civilisationnelles. Nous sommes vraiment dans une période où l'esthétique est celle de la totalité. Et ce qui caractérise notamment le présent, c'est que le présent devient un lieu qui ne nous met pas simplement dans un espace de résonance entre diverses interprétations du passé. Le présent devient un lieu qui nous met en relation avec plusieurs passés de plusieurs civilisations. Un petit Antillais aujourd'hui, dans son présent, doit réinterpréter le passé esclavagiste, mais aussi le passé africain, mais aussi le passé amérindien. Donc différents passés constituent un présent multiple, potentiellement multiple, parce que notre futur est un futur de relation. D'une vie que vous aimez là, en ce moment. Ah oui, Ce que j'aime. Juste votre ça, photo de cette pierre. C'est ça. Voilà, parce qu'on a un mélange entre le grand paysage, que j'appelle le grand paysage, qui est un monument naturel multidimensionnel.
multidimensionnel, historique, mémoriel, écosystémique, etc. Et puis la production culturelle perdue, donc les bouts de ruines qu'on a qui apparaissent comme ça devant le grand paysage. Et le côté inachevé des ruines nous disent que bon, on a le socle, il faut maintenant Merci beaucoup. Allez, Au revoir. à bientôt.